Nicolas et Olivier là. Denis se mettra là et Claire. Bonjour à tous. Nous reprenons cet après-midi notre séminaire avec une nouvelle table ronde. Celle de ce matin était très dense et très intéressante. Et cet après-midi, ça sera probablement un certain nombre de praticiens que vous aurez devant vous qui pourront parler de leur métier, de leur expérience. Il nous manque une intervenante qui va nous rejoindre, mais qui était au Palais de Justice et qui est en chemin actuellement. Et nous avons 4 intervenants qui vont nous aider à réfléchir ensemble à cette question de la table ronde. Comment le terrorisme a changé la nature des témoignages? Alors je vais les présenter chacun dans un instant, mais nous avons décidé ensemble, en préparant cette thématique, d'entrecroiser les perceptions et analyses en fonction de l'expérience de chacun, afin de susciter ensuite le débat avec vous tous. Et dans la continuité des interventions de ce matin, où on a beaucoup parlé des témoignages, des sources, de l'accès aux archives, de la place du témoignage des victimes, il est évident que le témoignage dans l'histoire, dans les procédures judiciaires, dans la littérature aussi, dans l'art en général, occupe une place fondamentale. Et la question qui est posée, c'est est-ce que le terrorisme, est-ce que ces différentes vagues de terrorisme que nous avons connues ont changé la manière dont les témoignages sont rendus, l'ont façonné différemment, leur ont donné une résonance dans les médias et dans le grand public, nouvelle, inhabituelle, inégalée. Et ce matin, Henri Rousseau a fait référence justement à l'ère de la mémoire, à la manière aussi dont les témoignages après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, ont émergé et ont tenu une place fondamentale. Est-ce que le terrorisme a lui-même aussi contribué à rendre ces témoignages encore différents, encore plus centraux dans les récits qui en sont faits? Au sein du musée mémorial du terrorisme, la place du témoignage ou des témoignages va être centrale et elle va revêtir différents aspects. Témoignages, bien sûr, des victimes, témoignages au cours des grands procès qui sont désormais filmés depuis la loi du 23 mars 2019, témoignages aussi de tous ceux qui concourent à la lutte contre le terrorisme, et dans cette salle, il y en a, témoignages de ceux qui soignent, témoignages de ceux qui prennent en charge des victimes, parfois simples passants, comme on a appelé les primo-aidants. Bref, une variété de témoignages qui revêtent des natures différentes, mais qui concourent toutes aussi à l'histoire, au récit du terrorisme. Et puis témoignages à travers les dons des victimes, les scellés judiciaires. Et vous avez pu aujourd'hui voir à travers cette exposition un petit peu en miniature, si je puis dire, qui vous a été proposée, comment chacun de ces objets témoigne aussi d'un récit, un récit individuel, mais un récit qui rejoint un récit plus général.
Alors, nous allons commencer cette session, ce panel, et j'aurais voulu pouvoir d'abord vous présenter mes invités. Nicolas Hénin, vous êtes... alors, je dis vous, mais en fait, je tutoie les invités d'habitude. Alors, je crois que je vais les tutoyer aussi, parce que c'est trop compliqué de dire vous, tu... et, sauf Claire Josserand-Schmitt, que je vous vois. Donc, voilà, Nicolas, tu es un journaliste qui est un expert dans tout ce qui est crise au Moyen-Orient, dans le monde arabe. Tu as été otage aux mains de Daesh pendant plusieurs mois, entre 2013 jusqu'à ta libération en 2014. Et tu t'es engagé largement dans la lutte contre la radicalisation par un certain nombre aussi d'ouvrages que tu as écrits et dont tu pourras parler. Olivier Christen, que je tutoie aussi, qui est procureur national antiterroriste, qui est magistrat, qui a été juge d'instruction, mais qui a été aussi chef de la section antiterroriste au parquet de Paris, et qui a ensuite occupé des fonctions à la direction des affaires criminelles et des grâces pour en devenir le directeur avant d'être nommé procureur national antiterroriste. Et son expérience, bien évidemment, va être capitale dans cette table ronde, puisqu'il est confronté chaque jour, depuis déjà plusieurs mois, à des affaires en matière de terrorisme. Et grâce aux procès qui se sont multipliés, je pense à ceux qui sont filmés et médiatisés, bien sûr, janvier 2015, V13, Nice, mais d'autres, comme l'assassinat des policiers à Magnanville ou l'assassinat du père Hamel, ou bien évidemment des attentats aussi, dont on parle moins, mais pour lesquels il y a des procédures judiciaires. Chaque fois, le témoignage a son importance. Et puis Denis Péchanski, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, des questions de mémoire, et surtout qui travaille avec Francis Eustache à créer ce programme 13 novembre, extrêmement important, au cours duquel, puisqu'il se continue encore aujourd'hui, avec son épouse, que je salue aussi parce qu'elle est présente parmi nous, Karine Péchanski, a recueilli tant et tant de témoignages, tant et tant de récits, et a pu mesurer aussi, avec Francis Eustache, neuropsychologue, l'impact sur le cerveau des traumatismes et la manière aussi dont la mémoire dans le récit peut évoluer. Et il nous parlera bien sûr de l'articulation entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Alors ma première question s'adresse à la fois à Nicolas Hénin et à Olivier Christen. Et si Claire Josserand-Schmitt nous rejoint, elle en parlera puisqu'elle est avocate. J'en profite pour la présenter, même si elle n'est pas encore là. Avocate au barreau de Paris. Elle a créé son propre cabinet en 2010 et en 2014 le cabinet H. Depuis 6 ans, elle est le conseil de partie civile dans les procès en matière de terrorisme et elle est aussi conseil auprès de la Cour pénale internationale. Alors, vous, Olivier, Nicolas et Claire, quand elle nous rejoindra, vous êtes des acteurs du procès à des titres divers et j'aurais voulu savoir quelle place le témoignage occupe dans une audience en matière de terrorisme, quelle a été son évolution au cours du temps. Et je vais commencer par Nicolas, puisque Nicolas, en étant le témoin de sa propre histoire au procès de son geôlier principal et des autres de ses geôliers, eh bien, a pu aussi contribuer largement à l'histoire du terrorisme. Contribuer largement à l'histoire du terrorisme, c'est très ambitieux en fait. Il se trouve que je suis plus journaliste, mais je l'ai été pendant 20 ans.
J'ai aussi une formation d'historien, donc j'ai beaucoup d'éléments qui font que je connais l'histoire. L'histoire avec le grand et le petit H, sa capacité performative, la capacité performative des discours et des représentations. Parce que le contre-terrorisme, c'est aussi du contre-narratif. Je ne suis pas le seul, puisqu'en l'occurrence, quelques mois, moins d'un an en tout cas, après ma libération de Syrie, j'ai été contacté par une directrice pénitentiaire d'insertion et de probation qui s'est dit, tiens, votre témoignage peut avoir un impact sur mon public. Et donc le témoignage, je l'ai commencé très très tôt. J'ai commencé très tôt à le travailler et à me rendre compte de l'effet qu'il pouvait produire. Concernant le procès donc, de 5 de mes geôliers, dont 3 présents à l'audience, qui s'est tenu en début d'année, c'est une histoire qui est assez curieuse parce qu'il n'y a pas beaucoup, je pense, de parties civiles qui ressemblaient à nous de la même façon que c'était une affaire qui était assez exceptionnelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parties civiles qui ont eu à ce point des contacts avec les enquêteurs pendant la douzaine d'années qui ont précédé le procès. C'est assez vertigineux a posteriori le nombre de fois où j'ai décroché mon téléphone pour appeler un service d'enquête et dire, parfois de façon malheureuse d'ailleurs, hein, j'ai aussi soulevé de mauvaises pistes, mais parfois aussi, j'ai découvert par exemple un nouveau de nos co-otages. On était en tout 24 otages, 19 hommes et 5 femmes occidentaux, moitié journalistes, moitié humanitaires. Et à peu près un an après ma sortie, je vois un article du New York Times de mémoire qui parle d'un journaliste, qui reprend l'histoire d'un journaliste polonais qui s'est évadé après avoir été capturé 2 ans plus tôt en Syrie. Et tout de suite, je me rends compte que voilà, il était avec mon groupe. Je ne l'ai pas croisé, mais c'est juste parce qu'il s'était évadé avant qu'on se retrouve ensemble. Et du coup, j'appelle. Et en effet, c'était lui, etc., etc. Bref, concernant mon témoignage maintenant, pour revenir à ce procès, je vais faire hurler tous les avocats qui sont dans la pièce. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, mon énorme frustration par rapport à ce procès, c'est quand mes avocates, très bonnes au demeurant, m'ont annoncé que j'aurais pas le droit de plaider. Parce qu'une partie civile, ça plaide pas. Or moi, ce que j'avais envie, c'était justement ce dont je vous ai un peu parlé, de ce discours performatif. Je me suis rattrapé en publiant une tribune quelques jours avant l'ouverture du procès, de façon à m'assurer qu'un certain nombre des messages que je cherchais à faire passer passaient, effectivement. Concernant le plus gros de mon témoignage, la partie reconnaissance des individus était assez négligeable, parce que c'était pas tellement l'enjeu de ce procès. L'enjeu de ce procès, c'était davantage de documenter ce qui s'était passé sur place. Et j'ai décidé, dans le plus gros morceau, ma déposition, d'avoir une démarche aussi clinique que possible. Pas de jugement de valeur, parce que ça sert à rien. Une description la plus précise, en essayant de rajouter des dimensions, du temps, des références, enfin toutes les bornes concrètes auxquelles je pouvais raccrocher ce témoignage, venir les poser. Et puis, je reviens toujours à mon combat narratif. C'était aussi très important pour moi de faire passer des messages. Et c'est rigolo parce que quand on témoigne en tant que partie civile, on s'adresse formellement au président. Mais le président est un peu transparent parce que, excusez-moi, tous les magistrats de la salle, et vous êtes un peu plus nombreux, on s'adresse aussi beaucoup à travers le président aux accusés, parce que l'idée c'est quand même pas mal de confronter ces gens-là au fait qu'on leur reproche et de les mettre le nez dedans. Mais même eux sont transparents. En tout cas, pour moi.
L'objectif, c'est de passer des messages à la société entière. Et de fait, l'institution judiciaire est faite parce qu'elle a une certaine vertu pédagogique, éducative, est faite pour passer des messages à la société entière. Et j'ai essayé de contribuer à cela. Et juste pour finir, et puis après je donne la parole parce que je suis déjà beaucoup trop long, un témoignage, on y reviendra sûrement, c'est pas que de la parole. Un témoignage, et c'est pour ça que le musée mémorial est tellement important. Un témoignage, c'est aussi des objets qu'on va trouver émouvants, qui vont inviter à la réflexion, qui vont faire s'arrêter, qui vont provoquer quelque chose, ou des lieux qui vont où on va aussi s'arrêter au pied d'un monument aux morts, au pied devant dans un jardin consacré à telle ou telle cause. Et ça aussi, c'est du témoignage plus suggéré, plus subtil, mais c'est aussi très important. Voilà. Et vous êtes vous-même donateur, tu es donateur pour le musée mémorial. Oui, je me suis débarrassé d'à peu près tous ceux avec quoi je suis rentré de Syrie. Alors Olivier, je te pose la même question en fait, puisque tu as pu voir, je suppose, l'évolution au cours de ces dernières années, et notamment des derniers grands procès qui ont eu lieu, de la place considérable qui est accordée au témoignage des parties civiles, mais aussi peut-être à la nécessité de maintenir un équilibre entre les paroles des uns et des autres, tout en maintenant aussi la place des accusés. Je parle comme ça, c'est ouvert. D'accord. Bien, bonjour à toutes et tous. Peut-être pour cadrer un tout petit peu ce que je vais indiquer, même s'il y a beaucoup de juristes dans la salle, on parle dans le cadre du processus pénal, d'une procédure pénale, de témoignage à beaucoup d'étapes de la procédure. Là, évidemment, je vais me consacrer davantage sur l'audience criminelle, puisque c'est celle-là dont il est question là. Et également que sur l'audience criminelle et non pas tellement sur l'audience correctionnelle, puisque ce sont dans les audiences criminelles que les témoignages ont une importance essentielle, puisque c'est ce que les juristes appellent l'oralité des débats. Tout le procès criminel, le procès devant les assises, ne peut se dérouler que par rapport à ce qui est dit devant en matière terroriste, les juges professionnels, mais devant les juges qui vont être appelés à juger les personnes qui ont été mises en accusation devant eux. Ce qui veut dire que la grande différence avec un procès correctionnel est que les juges ne repartent pas avec le dossier. Donc tout ce qui compte, c'est tout ce qui est dit dans la salle d'audience et ne compte que ça. D'où l'importance évidemment essentielle des témoignages à ce moment-là. Deux autres points avant d'être d'entrer plus précisément sur les procès en matière terroriste. De façon générale, l'approche des procès criminels en France a beaucoup évolué dans les 20 dernières années, en laissant de plus en plus de place, de temps aux témoignages pour intervenir, aux victimes pour s'exprimer, et donc leur laisser le temps d'expliquer l'ensemble de ce qu'elles ont vécu au sens directement utile en ce qui concerne la décision ou non de culpabilité, mais aussi de comprendre ce que c'est que d'être une victime de faits criminels, et donc de faire aussi passer les messages par rapport à cela. Donc la place des témoignages dans les procès criminels a pris donc une importance d'autant plus grande qu'on leur laisse le temps de s'exprimer, et ce qui est vrai en matière criminelle en général, l'est peut-être encore plus en matière terroriste, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Et puis j'en profite aussi pour indiquer que ce qui a beaucoup changé en matière terroriste est le nombre de procès que nous jugeons en matière criminelle, et qui donne aussi une approche plus large par rapport à toutes ces problématiques. Puisque pour vous donner juste un chiffre, entre 1994, 1995 et 2019, donc année de la création du parquet national antiterroriste, il y a eu en tout une dizaine de procès en matière criminelle terroriste. La plupart des terroristes étaient jugés devant les tribunaux correctionnels. Il n'y a donc eu qu'une dizaine de procès criminels. Quand entre 2019 et aujourd'hui, il y en a eu 100 qui ont été tenus devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, ou devrais-je dire les cours d'assises spécialement composées de Paris,
puisque, donc, vous le savez sans doute, la cour d'assises en matière terroriste n'est composée que de magistrats professionnels, d'où le nom de cour d'assises spécialement composée, et elle siège de façon continue du 1er septembre au début juillet, tous les ans, et très souvent avec plusieurs sessions qui se tiennent en même temps, ce qui conduit donc à ce volume considérable de procès criminels qui se tiennent. Donc j'en reviens au cœur de la question, ceci étant posé. Les témoignages en matière terroriste, ils se composent en plusieurs parts. Et là, il y a quand même quelque chose qui est propre à la matière. Alors on parle, je reviens depuis tout à l'heure, du terme générique de témoignage, même s'il y a aussi juridiquement plusieurs formes de témoignage. Juridiquement, le témoin est celui qui a vu quelque chose, mais qui lui-même n'est pas un acteur direct du procès. Ce n'est pas l'accusé d'une part, mais ce ne sont pas non plus les parties civiles qui n'apportent pas, qui apportent de fait un témoignage au sens générique du terme, mais qui ne sont pas témoins au procès. Ceci étant dit, donc il y a plusieurs étapes dans les personnes qui interviennent pour témoigner, avec quelque chose qui est quand même propre à cette matière, c'est qu'il y a tout un travail d'abord pour présenter le contexte. Qui va faire appel à des témoins qui sont à la fois des enquêteurs, mais pas forcément qui ont conduit les investigations, mais qui vont expliquer dans quel contexte général la situation que les juges vont être appelés à juger s'est posée. Les procès qui sont en lien avec la Syrie imposent, pour les comprendre, d'expliquer avant de parler des faits proprement dits, de ce qu'a été Daesh, de comment Daesh, enfin ce qu'est Daesh, de comment Daesh s'est constitué, de comment Daesh a attiré des gens en Syrie, et de rappeler le comportement général de Daesh. Lors des procès sur les actes qui sont passés directement sur notre territoire, il y a toujours d'abord un besoin de recontextualiser les choses et de replacer un petit peu les différents éléments du débat qui vont venir par la suite, avec souvent quelques bases sur ce que c'est que le djihadisme, ce que c'est que le terrorisme, et comment tout cela s'entrecroise pour que les jurés, enfin les juges professionnels, pardon, en l'espèce, soient capables de comprendre ce qui se passe. Donc ça est sans doute une particularité quand même des procès terroristes qu'on retrouve complètement et de façon des fois encore plus large dans les procès pour les crimes internationaux que le parquet national antiterroriste a également en charge. Et vous comprendrez quand des jurés, cette fois, sont appelés à juger les génocidaires du Rwanda, par exemple, la phase d'explication d'abord de ce qu'a été le génocide du Rwanda est très longue et indispensable à comprendre ensuite pourquoi telle ou telle personne est devant son juge, voire des fois aussi des questions de pure compétence, d'expliquer pourquoi le juge français va juger des personnes pour des faits qui ont été commis à l'étranger. C'est plus facile à comprendre quand les accusés sont français ou quand les victimes sont françaises, ou quand les victimes et accusés sont français. C'est plus compliqué des fois pour des jurés à comprendre quand on leur demande de juger des faits qui ont été commis à l'étranger par des étrangers à l'encontre d'étrangers. C'est pas le terrorisme, c'est les crimes internationaux, mais pour nous c'est beaucoup une approche qui se retrouve très souvent. Une fois cette question de contexte abordée, je finirai avec les victimes, qui sont évidemment les témoins les plus importants. Il y a très souvent maintenant dans les procès terroristes, surtout ceux qui ont un impact sociétal particulièrement important, des grands témoins, je ne sais pas trop comment les appeler, qui sont, dont le témoignage est sollicité. Le procès dit V13, donc des attentats du vendredi 13 novembre 2015, ont conduit à ce que témoignent anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, qui ont expliqué quelle était la situation à ce moment-là dans l'ensemble. Ce n'est pas des gens qui apportent un témoignage direct sur les faits eux-mêmes, mais qui sont appelés à témoigner parce que, et là on revient presque à quelque chose qui sera le deuxième objet de la table ronde, mais parce que ces procès prennent une dimension historique au sens quasi premier du terme, et donc on appelle à témoigner toutes les personnes qui peuvent être appelées à commenter aussi ce qu'a été cet événement. Enfin les témoignages des victimes, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure,
qui ont pris aussi une dimension très particulière par ce qui était auparavant. Il y a un devoir, on le considère comme un devoir pour notre part, lorsqu'on prépare des dossiers terroristes, de s'assurer que dans ce qu'on appelle l'audiencement, c'est-à-dire le temps qui va être consacré à tel ou tel procès, il y ait le nombre de semaines, de mois nécessaires pour permettre à l'ensemble des victimes qui souhaiteront venir présenter leur témoignage, victimes directes des faits ou indirectes, c'est-à-dire quand ce sont des personnes qui ont perdu leurs enfants, leurs proches à la suite d'un attentat, puissent venir expliquer ce qu'elles ont vécu ou quelle a été la douleur de leur vie après les faits tels qu'ils se sont déroulés, et de prendre le temps d'avoir ces témoignages. Et c'est sans doute là où il y a eu la plus grande évolution dans les dernières années, et peut-être plus particulièrement encore en matière de terrorisme, puisque le procès est devenu ce moment clé en fait pour comprendre ce que c'est que le terrorisme. Le terrorisme n'est pas uniquement un acte criminel immédiat qui est le fait de commettre un attentat, de poser une bombe, une grenade, de tirer avec une arme automatique, mais que le propre du terrorisme, c'est de commettre des faits dont la déflagration va aller largement au-delà de l'acte criminel immédiat, et dont la caractéristique aussi est de viser des personnes qui n'ont rien fait d'autre finalement que d'être là au moment où le terroriste a frappé, et qui ont été frappés parce que habitant en France, parce que représentant tel ou tel symbole, mais souvent celui-ci, et qui n'ont aucun lien direct avec les personnes qui vont leur faire ce mal-là. Et il est indispensable d'avoir ces témoignages au long cours pour comprendre cette dimension-là et comprendre en quoi le terrorisme est une criminalité très particulière par rapport aux autres, parce qu'en fait, toute la dimension du terrorisme repose dans le fait que les victimes sont des personnes qui ne sont victimes que parce qu'elles représentent la société qui a été atteinte à travers le terrorisme. Et les témoignages ont pour finalité d'exposer cela, qu'ils nous représentent, la société, dans nos différentes composantes, dans ce que nous sommes, et dans ce que c'est parce que représente la société française, parce qu'on représente la société occidentale, que ces victimes-là sont touchées. Et c'est ce qui est si important dans le témoignage, c'est ce qui ressort à chaque fois que les gens parlent, à travers la douleur telle qu'ils l'expriment, ce côté de l'innocence absolue de la victime du terrorisme, qui est juste d'avoir été à l'endroit où elle était quand ça a frappé. Donc je pense que c'est là où il y a eu la plus grande évolution par rapport même au tout premier procès terroriste, où on passait moins de temps à écouter cela. Merci Olivier, je salue l'arrivée de Claire Josserand-Schmitt. Juste pour compléter par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai le souvenir dans le cadre du procès de janvier 2015 du témoignage de Michel Catalano, donc l'imprimeur qui avait été pris en otage et qui, après avoir déposé à l'audience, disait à la fois j'ai déposé au sens propre du terme, j'ai posé mon récit, et mon récit me permet de mettre en ordre un certain nombre de choses qui me sont survenues dans un désordre et un chaos absolu. La deuxième chose, c'est qu'il disait, en écoutant d'autres victimes, j'ai appris des choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Et le troisième cercle, c'est quand même la répercussion médiatique qui fait que toute la société entend des témoignages. Et le fait que ces procès que j'ai cités, janvier 2015, V13, Nice, soient enregistrés et deviennent des archives pour l'histoire, c'est extrêmement important. Notre équipe qui a eu accès à ces films, à des extraits très récemment, a été stupéfaite par certains témoignages qui étaient passés un petit peu dans l'oubli et qui, tout d'un coup, en étant revisionnés, surgissent comme contribuant de manière décisive au déroulement des faits et à la compréhension aussi de ce qui a pu se passer. Alors, Claire, en fait, la première question, c'était justement sur la place du témoignage dans une audience, si vous avez observé une évolution. Et je vous ai présenté
pendant le début de cette table ronde en précisant que ça fait 6 ans que vous êtes aux côtés des parties civiles, même plus. Et donc vous avez aussi du côté du barreau votre mot à dire sur cette évolution. Oui, donc, bonjour à tous et désolé pour mon retard. Les exigences de l'audience. Oui, il y a une évolution, mais je dirais surtout une spécificité. Nous, avocats, nous défendons depuis de très nombreuses années les victimes qui se constituent partie civile dans les procès pour demander des comptes à leur auteur. En matière de terrorisme, la place des victimes dans le procès pénal a évolué dans sa spécificité. Très souvent, je dis, parce que c'est ce que j'ai constaté aussi dans les récits qui sont faits par mes clients dans mon cabinet, le terrorisme pour les victimes, c'est un mariage forcé avec l'État, avec l'histoire de notre pays. Malgré elles se retrouvent emprisonnées, embarquées dans une histoire qui n'est pas la leur. Elles se retrouvent des cibles prises souvent au hasard, au-delà du symbole, mais en tout cas pas prises pour cible personnellement, et elles se retrouvent au cœur de l'histoire de leur pays, puis de ce que le pays va faire de leur histoire et de leur récit. Et dans les procès de terrorisme dans lesquels j'interviens depuis 2017, c'était la cellule dite de Cannes-Torcy, il y a quelque chose qui n'arrive pas dans tous les procès de droit commun, c'est que l'État rentre dans la salle d'audience. La société rentre dans la salle d'audience. Ce sont les journalistes, ce sont les caméras, ce sont les enregistrements. Et de fait, la parole des victimes prend une résonance particulière, et il me semble, ce n'est que mon point de vue, qu'il y a en réalité un échange qui va se faire, qui n'existe pas dans les procès de droit commun dans lesquels il n'est que question de rapport entre la victime et son auteur. J'ai le sentiment que les victimes viennent chercher dans le procès une forme de restitution de l'État via la justice antiterroriste, et puis aussi que les victimes apportent aussi à la société civile des explications, des éclairages sur ce qui nous effraie tous et qui explique ce qu'elles ont vécu, ce que sont leurs douleurs, la façon dont elles ont été prises en charge. Et en cela, oui, ça a évolué avec le temps. Merci beaucoup. Alors, il est temps de se tourner vers Denis Péchanski, parce qu'il n'est pas, contrairement presque, je dirais, à nous quatre, un acteur judiciaire, mais par les milliers de témoignages qui ont été recueillis, de récits au sein du programme 13 novembre. Je pense qu'il y a une réflexion que tu peux nous donner sur la manière dont se construit le récit de l'histoire du terrorisme. Et finalement, qu'est-ce que toutes ces sources, tous ces éléments recueillis, toutes ces parts de vie vont pouvoir, pour le futur et dès à présent même, contribuer à façonner cette histoire du terrorisme? Alors, je vais peut-être remonter un peu en amont, ça va t'effrayer, c'est en 2008. Donc, dans une demi-heure, je pourrais démarrer en 2015 sans problème. Attention, moi, je suis la reine du temps. Donc, non, simplement pour préciser l'origine, parce que ça montre les ponts avec tout ce qui se fait ici et tout ce qui se fait au musée mémorial. D'abord, le point de départ de tout ça, ça s'est fait entre Paris et New York, entre CNRS, New York University, Columbia, et deux institutions, une bien représentée ici avec Cliff Channing. Donc, ça n'était pas encore le musée mémorial 9/11, mais c'était l'ébauche, et on a travaillé ensemble parce que
l'articulation s'est faite entre les scientifiques et les responsables de musées mémoriaux, et en l'occurrence Cliff avec 9/11 et Stéphane Grimaldi qui était le directeur du mémorial de Caen. Et c'est important de montrer que d'emblée il y a cette articulation-là. La deuxième origine, c'est un pari, dans notre jargon on dirait pari épistémologique, c'est l'idée qu'il était impossible de comprendre pleinement la mémoire collective, qui était a priori m'intéressait directement comme historien, si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, et qu'inversement, pour comprendre pleinement ce qui se passait dans le cerveau, il fallait prendre en compte l'impact du social. Ça impliquait évidemment une approche transdisciplinaire qui sera évidemment la ligne qu'on va suivre jusqu'au programme 13 novembre, compris bien sûr, c'est-à-dire la construction ensemble d'un objet de recherche, et pas simplement dans une discipline même. Donc on va se retrouver entre historiens, sociologues, neuroscientifiques, cognitivistes, juristes. Bon, toutes les disciplines vont être mobilisées pour réfléchir dans cet esprit d'articulation et de dialectique entre mémoire individuelle et mémoire collective. Alors on a eu un projet d'équipement d'excellence, matrice, peu importe, mais à l'arrivée, évidemment, avec cette expertise-là, on a pu, dans la suite du 13 novembre, proposer quelque chose qui s'imposait pour nous comme une évidence, c'est-à-dire réagir avec nos armes, qui étaient les armes de la recherche. Et donc, avec le neuroscientifique avec lequel je travaillais déjà depuis pas mal d'années dans cette perspective transdisciplinaire, Francis Eustache, on a déposé un projet qui a été embarqué, mais qui est un projet hors norme, c'est-à-dire un peu fou, bien sûr, avec une dizaine de volets, mais en volets principaux, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Tu parlais des témoignages. L'idée, parce qu'il y avait une perspective longitudinale, c'était de suivre des témoins pendant 10 ans, en faisant des captations audiovisuelles à 4 reprises. Et puis, j'ai dit, on va l'appeler l'étude 1000, en disant que dans l'année qui vient, parce qu'on voulait terminer pour la première phase, avant la première commémoration, parce que là, il y aurait bien sûr un impact singulier sur le témoignage, on suit comme objectif 1000 témoignages. Bon. Du plus proche au plus lointain de l'événement, c'est-à-dire depuis les exposés, les rescapés, les témoins, les intervenants professionnels de toutes sortes, et les parents endeuillés. Bon. Et puis le cercle 2, 3, 4, c'est 3 villes en région. Donc du plus proche au plus lointain, et dans les fêtes, et en particulier avec le soutien des associations qui a été décisif, mais aussi toutes les institutions, parce que notre projet a été accepté, d'abord dans le cadre du CNRS, la mission évoquée, et puis avec un copilotage CNRS, INSERM, et plus tard, Parien. Bon. Mais peu importe, il y a une trentaine de structures qui se sont associées, qui sont devenues partenaires de cette opération. Donc l'étude 1000, ça veut dire quoi? Filmer 1000 personnes avec les moyens de l'INA et de l'OCPAD. Ça participe de fait de la construction d'un patrimoine mémoriel, mais fondamentalement, on fait ça pour d'abord en faire des outils pour la recherche. Et c'est la différence par rapport au questionnement de ce matin, où l'idée c'était est-ce qu'on peut avoir accès et comment on peut appréhender des sources orales auxquelles on pourrait éventuellement avoir accès, orales ou écrites. Nous, on crée la source d'une certaine façon, ce qui veut dire aussi qu'il y a une obligation en amont de savoir ce qu'on va déterminer, prendre des critères, faire toute une grille de témoignages, sachant que tout le temps, à 4 reprises, 2016, 2018, 2021 et normalement 2026 pour la 4e phase, on va poser les mêmes questions et en essayant, c'est ça aussi la nouveauté, d'avoir les mêmes personnes au maximum. Alors dans les faits, le résultat, parce que c'est ça qui importe, on est pratiquement à 1000 en phase 1 et
entre 850 et 1000 en 1, 2 et 3. Et on a ce qu'on dit dans quelque chose que j'ai appris dans les mois qui ont suivi, hein, donc je le place, ça fait bien, le taux d'attrition est de 20% à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 20%, il y a que 20% des personnes qui ne reviennent plus d'une phase à l'autre, de 1 à 2 et de 2 à 3. Donc on peut avoir une étude longitudinale, simplement pour vous donner une idée. Actuellement, on a 580 personnes qui sont venues en phase 1, en phase 2, en phase 3. Donc on peut avoir un suivi longitudinal à terme, je vous le dis tout de suite, parce que le processus après, pour en faire des éléments de réflexion, d'outils de recherche travaillant dessus, ça prend quand même pas mal de temps. La deuxième dimension, évidemment, c'est de travailler avec une approche neuro, les neuropsychologues, neuroscientifiques, sciences dures, enfin du neuro dur en imagerie, sur le trouble de stress post-traumatique. Bon, maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le trouble de stress post-traumatique. Bon, maintenant, si on va dans le détail, évidemment, quand on commence à parler du cortex préfrontal dorsomédian et puis l'hippocampe, là ça deviendra plus compliqué, mais là il y a tout un travail qui est fait sur ça à partir de 200 parmi les 1000. Donc c'est une étude ancillaire de l'étude 1000, et ça permet aussi de disposer pour ces 200 personnes d'une masse d'informations, celles qui sont liées à toute le protocole biomédical et tout ce qui est recueilli dans le cadre de l'étude 1000. Bon, alors là pour l'instant on ne va pas parler de résultats, mais il y a des avancées extrêmement importantes des deux côtés. Et puis, évidemment, ces 1000 ne sont pas représentatifs de la société française, et j'y reviendrai dans ma prochaine intervention. Donc on a demandé au CREDOC de nous accompagner. Ils font des études sur la société française depuis pratiquement 50 ans, et donc ça, c'était aussi unique, la possibilité de travailler sur la mémoire d'un événement en population générale, juste après l'événement, et on a maintenant 8 études, 8 sondages, de 2016 à 2024, qui montrent l'évolution de la mémoire collective, puisqu'on passe par le CREDOC. Alors il y a plein d'autres aspects sur la littérature, sur des juristes qui ont travaillé sur la victime. Enfin, il y a toute une série d'autres volets dans cette affaire-là, mais j'y reviendrai. Ça, évidemment, c'est extrêmement important parce que si on peut savoir comment ça impacte dans la société française, c'est pour réagir à votre intervention sur l'importance du procès, mais l'importance, oui, évidemment, il y a les journalistes autour, mais est-ce que ça prend dans la société française? Et là, on voit à la fois le 13 novembre, qui est la mémoire du 13 novembre, pour prendre un seul exemple, quels sont les actes terroristes qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000. Le 13 novembre est en haut, en continu, et j'y reviendrai, mais le procès, plus 15 points dans la suite du procès. Bon, mais ça, je reviendrai dans le détail. Mais pour les procès oubliés, enfin pour les actes terroristes qui ne sont pas dans la mémoire collective, qu'est-ce que ça donne? Quand on s'aperçoit que le procès, le procès raté de Nice, qui est une illustration globalement de ce qui se passe dans la mémoire collective du 14 juillet 2016. Quand on demande quels sont les actes terroristes qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000, on voit ACO apparaître 6 mois après le 14 juillet. On attend encore un an. On tombe de 45% à 13%. Et aujourd'hui, c'est 6%. Bon. Donc, ça a des conséquences. On y reviendra sur les personnes. Bon. Voilà. Et de la même façon, quels sont les lieux du 13 novembre? Autre question qu'on pose. Et là, on voit évidemment émerger très haut le Bataclan. En 2016, assez haut, on voit le Stade de France et les terrasses. 2 ans plus tard, effondrement des références aux terrasses au Stade de France. Et ça, c'est, pour reprendre une expression chère à Françoise Rudetsky, c'est la double peine, là. Alors, non seulement ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais en plus, ils savent qu'on est en train de les oublier.
Voilà à peu près ce que je voulais dire en introduction. Alors, non, il ne faut pas lui remettre un jeton dans la boîte. Mais finalement, le fait qu'il y ait une mémoire sélective et qu'il y ait des effondrements des souvenirs et des attentats qui sont oubliés, c'est peut-être la réponse aussi du musée mémorial du terrorisme que de retracer une histoire longue, que de donner la parole à des victimes et de faire surgir des témoignages d'attentats qui sont moins médiatisés que d'autres, d'atteindre une forme d'universalité, d'universalisme, en montrant ce que nous, on essaye d'appeler dans le musée mémorial la communauté de destin, qui est finalement celle de toute victime qui a été confrontée au terrorisme un jour dans sa vie. Alors, je vais reprendre ma dernière question. Finalement, comment s'écrit l'histoire du terrorisme à travers ces témoignages et quelles sont les répercussions pour l'ensemble de la société? C'est un petit peu la question qu'a amorcé Denis Péchanski en disant finalement tous ces procès oubliés ou autres, est-ce qu'il y a des répercussions? Est-ce que la société s'en imprègne quand même? Est-ce que du côté à la fois du parquet, du côté du conseil des parties civiles, j'ose pas dire de la défense, il y a une perception de la manière dont la société s'imprègne de ces témoignages pour accéder à la compréhension de ce que c'est que l'histoire du terrorisme et de ce que représentent ces répercussions, non seulement au niveau individuel pour chaque personne, mais bien plus largement pour l'ensemble de notre société. Et j'ai coutume de dire que la société française a tenu face au terrorisme et qu'elle ne s'est pas effondrée ni clivée au point de donner lieu à des guerres fratricides, et que peut-être que la justice, le fait que l'œuvre de justice se fasse, a joué aussi un rôle, et que le témoignage a son rôle dans cet état de fait. Alors, je vais vous répondre dans un instant, puisqu'on demandait de parler un petit peu de la façon dont on filme les procès et de comment on les laisse pour l'histoire. Juste réagir peut-être par rapport à ce que vous disiez, parce que je ne sais pas si j'avais entendu ces propos de Mme Oudesky sur la double peine et sur les attentats oubliés. Mais en y réfléchissant, on en a un peu parlé hier soir quand on a dîné ensemble de déjà ces questions-là. Et je me permettrai juste, si vous l'excusez, de nuancer un petit peu le propos par rapport aux attentats oubliés, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre au terrorisme, mais c'est pas un peu l'histoire avec un grand H qui est toujours comme ça. Et quand on regarde l'histoire du monde, il y a toujours des événements que les gens retiennent comme très marquants et qui sont les premiers qui viennent. Ça ne veut pas dire que les autres sont oubliés. C'est simplement que ce n'est pas forcément ceux dont on parle en première intention. Et en fait, après, il y a les prismes tels qu'on les vit dans la société française. Ce qui se passe traditionnellement à Paris est beaucoup plus marqué que ce qui se passe en région. Ce qui se passe en région est souvent moins couvert médiatiquement, ce qui peut donner un petit peu ce côté-là. Mais je trouve que l'attentat de Nice, par exemple, a une dimension qui souvent dans le collectif est très très marquée, c'est que c'est un attentat du 14 juillet. Et que la première image qu'ont eu beaucoup de gens quand il y a eu l'attentat de Nice, c'est de dire un peu, ils ne nous laisseront rien. C'est-à-dire le 14 juillet, qui est la date nationale, est touché également. Et à Nice, alors je ne suis pas niçois, mais pendant longtemps à Nice, il y a eu cette question de comment on commémore le 14 juillet, 14 juillet attentat, le jour de la fête nationale qui
telle qu'elle est perçue en France, c'est une fête très joyeuse, très festive, de danse et tout ça. Ce qui, je pense, est compliqué pour les victimes aussi, ce point de date. Mais après, ce que je trouve, il y en a peut-être dans la salle, dans d'autres, lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a un procès, pardon, d'un attentat, c'est quelque chose qui est en général très attendu par les victimes, qui permet aussi d'avoir ce moment de parole publique qui va être repris par les journalistes qui vont y assister, qui vont redonner cette place de cet attentat dans la société et comment les répercussions sur la société. Ce qui est beaucoup plus douloureux, je trouve, pour la justice intervient, mais elle n'intervient pas à son terme, c'est les attentats sans procès. Et ce qui existe quand même beaucoup. Alors, je me souviens de Saint-Marc devant moi. Alors, il y a eu un procès, mais qui n'est pas la même chose que d'avoir un procès avec des personnes qui sont dans le box. Mais il y a beaucoup d'attentats où il n'y a pas de procès. Et notamment tous les attentats, les atteintes qui se sont déroulées contre nos ressortissants qui sont à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest, pour parler de la période la plus récente. Et c'est quelque chose d'encore plus difficile, je pense, par rapport à la double peine. C'est pas l'attentat à oublier, c'est l'attentat qui n'est même pas jugé et qui là part vraiment parce que ce moment qui est quand même où on explique tout ce qui s'est passé, qu'on donne aux gens la possibilité d'expliquer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, leur douleur, des fois d'avoir des réponses à leurs questions aussi, parce que on le disait, quand on est victime d'un attentat terroriste, on l'est victime parce qu'on est dans le pays dans lequel on est, parce que l'on est français, ou qu'on était en présence en France quand les choses sont passées, ou on représente la France à l'étranger, ou une profession, ou la police. Souvent, les victimes ont des questions vis-à-vis de l'État. Qu'a fait l'État ? Comment l'État s'est comporté pour me protéger ? Pourquoi l'État a failli ? Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et lorsqu'il n'y a pas de procès, c'est des questions, je ne sais pas qu'elles ont toujours la réponse souhaitée lors du procès, mais en tout cas, c'est des questions qui restent souvent sans réponse. Et c'est voilà. Enfin, c'était juste par rapport à la mémoire du terrorisme. Je trouve que les procès, c'est une chose, mais il y a encore presque pire que le procès qui des fois passe plus ou moins inaperçu, je sais pas, mais en tout cas qu'on oublie dans le déroulé. Non, juste par rapport aux traces et pour venir au musée Memorial, parce qu'on a beaucoup échangé, il y a une des spécificités peut-être, une autre spécificité des procès de terrorisme et aussi de crimes internationaux, c'est en effet le fait qu'ils soient filmés. En fait, pour la volumétrie, j'allais dire pour beaucoup d'entre eux, mais c'est pas vraiment pour beaucoup d'entre eux, pour certains d'entre eux. Avec ce biais, c'est pour ça que je commençais par ça, j'ai une réflexion un peu longue, mais avec ce biais qui est quand même qu'on a tendance à filmer ceux qui sont déjà les attentats qui ont marqué l'esprit collectif. Le cadre juridique, il avait été fixé en 1985, hein, c'est les lois Badinter qui avaient autorisé que l'on puisse filmer les procès parce qu'il présentait cette dimension historique, c'était l'esprit de la loi, avec notamment une loi qui avait été faite pour les procès Barbie, puis Touvier, puis Papon. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont à Paris pour dire que la nuit du droit du tribunal judiciaire de Paris sera consacrée à ces films-là et au débat autour de ces films-là et de comment ça représente l'histoire. Et aujourd'hui, en fait, il y a un texte qui est le principe du texte sur le fait de filmer les procès qui ont une dimension historique, c'est que cela peut être demandé par les parties, par les auteurs, c'est assez rare qu'ils le demandent, mais par le ministère public, et c'est quelque chose qui relève d'une décision du premier président de la Cour d'appel. Mais le législateur a plutôt bien fait les choses, puisque pour éviter finalement que les questions budgétaires, ça coûte très cher de filmer un procès. Les questions budgétaires prennent des fois le pas sur la décision finale. Lorsqu'on est en matière de terrorisme ou de crimes internationaux, du moment que le procureur de la République requiert qu'il soit filmé, c'est de droit, et il n'y a plus de possibilité pour la juridiction le premier président de la Cour d'appel ou pour qui que ce soit de s'opposer à ce que ce soit enregistré. Nous le faisons systématiquement pour les crimes internationaux et pour le terrorisme, nous le faisons moins parce qu'il y a beaucoup de procès, et donc nous le faisons pour ceux des procès dont on considère que parce que les faits tels qu'ils se sont déroulés, parce que la dimension à un moment donné particulier, à un moment la dimension de l'attentat lui-même présente ce que l'on considère nous comme un intérêt historique. C'est toujours quelque chose d'assez subjectif, mais pour dans la période très récente ont été ainsi filmés, vendredi 13 évidemment, l'attentat du 14 juillet de Nice, ou le procès dont vous
étiez partie civile, Monsieur Hénin, le procès des otages de Daesh. Ce que l'on fait de ces films est quelque chose qui est compliqué en fait. Il y a des échanges avec le musée et c'est compliqué parce que ce que la loi dit, c'est que c'est uniquement pour des intérêts historiques et donc ils ne sont pas accessibles avant 50 ans. Sauf autorisation spécifique qui est donnée pour pouvoir accéder à certaines de ces archives et qui sont données par le président du tribunal de Paris après que ceux qui ont un intérêt en fassent la demande. Je dis c'est compliqué parce que il y a beaucoup de demandes de pouvoir visionner ces procès. Sur quoi nous sommes vigilants, et d'une part que ça s'inscrit vraiment dans un intérêt historique, de recherche, de travail par rapport à cela, et que si ensuite les images sont montrées ou sont rendues publiques, c'est quelles images, et la loi ne prévoit pas du tout qu'il faut l'accord de qui que ce soit. C'est-à-dire à part l'autorité donc judiciaire qui va donner son avis, le président du tribunal qui va donner son accord. En général, si le parquet va dire qu'il est d'accord, on va dire si tout le monde est d'accord. Enfin, si on est d'accord, pourquoi pas. Mais une fois que c'est diffusé, qu'est-ce que l'on montre comme image ? C'est pas du tout la même chose d'avoir parlé dans une salle d'audience, même si un procès est public, même si la presse peut relater ce qui se dit, et de voir après son image diffusée dans un musée, et a fortiori à la télévision, d'un témoignage qu'avec le temps, on peut se dire qu'aurait peut-être été différent, ou en tout cas on n'aurait peut-être pas dit les choses de la même façon. Mais cela, je vous le dis pour les témoins, les victimes, ça vaut aussi pour les juges, qui ne sont pas forcément toujours très satisfaits de l'image que ça renvoie d'eux-mêmes. Je pense qu'il en est de même pour les avocats. On n'aime pas toujours se revoir après. Mais ça renvoie aussi quelque chose, un procès pour ceux qui ont assisté, c'est une forme de huis clos malgré tout, même s'ils ne sont pas à huis clos. Et une communauté qui va être ensemble pendant un certain temps, où les gens vont se connaître, et des extraits diffusés à la télévision ou diffusés dans un musée, et d'un seul coup, c'est une part d'intimité de ce procès-là qui va être rendue publique et sur laquelle les personnes dont on voit l'image n'ont plus aucune prise. D'où notre très grande prudence sur l'autorisation que l'on donne d'avoir accès à ces images et ou à mon avis la très grande vigilance qu'il faut avoir ensuite lorsqu'elles sont rendues publiques et même si cela ne ressort plus après de notre décision, mais là je me tourne vers le mémorial, je crois très important si les personnes sont encore vivantes de leur demander leur accord ou à leurs ayants droit des extraits que l'on diffuse parce que ne serait-ce que pour les en informer par principe, c'est toujours plus agréable. Et je vous dis ça un peu, pas de mon expérience personnelle, mais d'une de mes collègues qui a découvert un peu par surprise que la façon dont elle présidait une audience était dans un musée, était filmée dans un... Bon, elle s'en est pris acte, mais enfin c'est quand même une surprise qui peut être un peu dérangeante. Donc ne serait-ce que pour avoir l'accord des personnes, qu'elles le sachent, et on change un peu là de la dimension historique des fois pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure et l'importance du procès qui est pris en importance. Voilà, j'ai peut-être un peu long, mais je vous laisse. Merci beaucoup Olivier. Claire, ça serait intéressant de compléter. C'est vrai que la question que tu poses de l'accord des personnes dont des extraits de témoignages filmés au procès nous a plusieurs fois est venu à l'esprit, mais que en même temps, le fait de les filmer et l'utilité de cet enregistrement, il faut vraiment y réfléchir parce que c'est extraordinaire. Et ça, même nous, enfin, en tant que magistrats, quand on voit des audiences qui ont été filmées il y a 30 ans, eh ben, on mesure l'évolution de la manière dont étaient conduites des audiences, dont le président s'adressait aux prévenus, aux accusés, etc. Et c'est quand même un outil pour réfléchir aussi plus profondément à l'évolution de la société qui est passionnant. Je précise peut-être, excusez-moi, juste pour finir, parce que quand je dis aussi l'autorisation quand on diffuse l'image, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand la décision est prise de filmer un procès pour des raisons historiques, là non plus on ne demande l'avis de personne. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui témoignent, des personnes qui participent au procès, en fait, les juges, les avocats,
les mises en cause, les témoins, les victimes sont filmés. Et si on leur dit au début qu'ils vont être filmés, il faut avoir un conscience que on ne leur dit pas avant chaque témoignage, on vous rappelle que vous êtes filmé. C'est-à-dire que sur un procès qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, alors on peut me dire, c'est très bien, c'est d'autant plus spontané que les gens oublient qu'ils le sont, mais je pense que ce n'est pas tout à fait un détail. C'est quelque chose qui est important, et le plus grand respect pour toute la dimension historique. J'ai trouvé que les images des procès, justement, que je citais à l'heure, Barbie, Papon et Touvier, a fortiori pour un juriste, c'est très intéressant à regarder avec du recul. Mais en même temps, j'avais aussi ce regard en me disant, c'est pas forcément toujours l'image que... Je suis pas sûr que tout le monde était très content de voir cette image-là, et y compris des fois des témoins qui sont dans des positions dans l'histoire qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient voulu la voir. C'est une chose de le faire dans une salle d'audience, c'est une autre chose d'être diffusé à la télévision, en impact. Mais voilà, mais on demande l'avis à personne, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important quand on va rendre les images publiques. Pardon, je voulais pas être... Alors, cette question, comment s'écrit l'histoire du terrorisme à travers ces témoignages, elle m'a posé un petit peu de difficulté finalement quand j'y réfléchissais, parce que l'histoire du terrorisme, c'est multidimensionnel, les témoignages, c'est multidimensionnel. Moi, mon prisme, c'est toujours celui du procès. L'histoire du terrorisme, dans un musée mémoriel, on va avoir tendance à l'appréhender sous l'angle des victimes et de ce qu'elles vont raconter, mais l'histoire du terrorisme, c'est l'histoire des groupes armés, c'est l'histoire d'une mécanique terroriste, c'est l'histoire d'un passage à l'acte. Ce sont des histoires d'un soir, parfois de quelques minutes, un instant soudain. Ce sont des histoires individuelles qui, tout ensemble, créent une histoire collective. Même d'un point de vue judiciaire, l'histoire du terrorisme, c'est l'histoire de la lutte antiterrorisme, la façon dont les forces publiques agissent sur le terrain, la façon dont les magistrats sont désignés, quelles sont les équipes. Enfin, voilà, je peux continuer encore longtemps. S'agissant des victimes, si je tiens à le dire aussi, l'histoire du terrorisme, c'est aussi la façon dont elles sont prises en charge, socialement, médicalement. Et nous, avocats, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup parce qu'on suit les victimes pendant des années, et on voit aussi comment ça s'effrite avec le temps, c'est-à-dire l'intérêt qui est porté dans les instants juste après, ou encore quelques mois, presque 10 ans après, on mesure quand même la faiblesse du système. Et puis c'est aussi la façon dont l'État indemnise les victimes. Donc cette histoire du terrorisme, en fait, elle est multidimensionnelle. Et là encore, dans cette question, puisque c'est comment s'écrit l'histoire du terrorisme à travers ces témoignages, là encore, les témoignages, c'est une notion qui est multidimensionnelle dans un procès. Parce que finalement, qui témoigne ? Témoigner, c'est quoi ? C'est apporter un éclairage par une déclaration de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Alors, il y a les témoins classiques, les témoins des faits, les witness, enfin voilà, ceux qui ont vu, voilà, oculaires ou auditifs. Et puis, il y a justement tous les témoins qui vont venir apporter des éclairages sur les expertises psychiatriques, il y a les médecins légistes, la police scientifique. Donc, en fait, on voit bien que cette question, elle est extrêmement large. Alors, comment s'écrit l'histoire du terrorisme à travers ces témoignages ? Eh bien, moi, je pense que ces procès et les filmer représentent un intérêt considérable, parce que même si le système est imparfait, rien ne vaut l'image. Enfin, on dit souvent, voilà, 1000 mots valent une image. Enfin, je ne sais pas si on dit exactement comme ça, mais enfin, vous avez compris l'idée. Le fait de filmer des procès, de pouvoir entendre cette variété de témoignages dans toutes les dimensions de la mécanique terroriste, c'est ce qui permet de, à date, comprendre comment les choses ont évolué. J'imagine que
effectivement, quand on regardera les images du procès de V13 et d'autres, alors certainement je me détesterai, quoique j'aurai 20 ans de plus, à mon avis je vais m'adorer. Mais voilà. Mais le fait est qu'on en tirera forcément avantage, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre de voir la façon dont on a organisé aussi les débats, parce que, bon, là, sans rentrer dans la cuisine judiciaire qui peut vous casser les pieds, mais ça pose question aussi dans les procès dans lesquels il y a énormément de victimes, parties civiles. C'est normalement les victimes posent des questions en premier. Là, on a inversé l'ordre des questions. C'est le parquet qui posait les questions en premier, enfin, les représentants du ministère public, puis ensuite les victimes. Moi, je suis très favorable à ça, de la même façon que j'étais très favorable à ce que dans tous les procès de terroristes que j'ai fait, on voit les images des faits, parce que c'est la réalité crue du terrorisme. C'est ce qu'on juge, et dans un procès, avant tout, ce qu'on cherche, c'est la manifestation de la vérité. Donc on ne peut pas passer à côté. Et il y a, à mon sens, que de cette façon-là qu'il pourra y avoir des répercussions dans les sociétés pour ceux qui se saisiront de toutes ces thématiques, chacun dans leur discipline. Et puis, hier et avant-hier, j'étais à la Cour pénale internationale, et en fait, c'est une juridiction qui juge des crimes contre l'humanité, qui juge des crimes de guerre, qui est une juridiction à l'échelle du temps relativement récente, qui date de 98, mais qui est encore totalement en construction, pour lesquelles il y a des tas de choses à faire. Je ne veux pas trop m'étendre, mais j'ai appris, moi j'étais sidérée d'apprendre quand même que le fonds d'indemnisation des victimes, des auteurs qui sont condamnés devant la CPI, ce fonds d'indemnisation, c'est même pas qu'il y a 2 milliards ou 2 millions, il y a 0 €, rien du tout. Et en fait, dans les débats qu'on a eus hier à la CPI, la France est un exemple. Voilà, bon, alors que nous, on râle tout le temps parce que les choses, enfin, rien n'est parfait, mais ça en dit long sur la différence des systèmes en Europe et dans le monde, et sur les progrès qu'on doit tous faire, et même jusqu'au niveau international. Donc voilà, moi je pense que l'histoire s'écrit comme ça, avec les images, avec la parole, et puis la déposition, le fait de poser les choses. Alors, je voudrais qu'on garde juste un peu de temps pour les questions dans la salle, mais je pose une question à Denis. Est-ce que ces témoignages recueillis depuis tant d'années seront versés aux archives, ou un jour on pourra y avoir accès? Oui, vous aurez accès un jour. 50 ans. Bien. Donc c'est une question qui doit être débattue dans les années, et certainement nous aurons à discuter avec un musée mémorial qui pourrait traiter de ces questions-là et qui semble peut-être intéressé par ces sujets. Bien. Ma question était intéressée aussi. Simplement une petite remarque d'abord sur l'image et sur l'impact du film. J'imagine que ça doit être comme nous. Nous, on est quand même à maintenant 4500 heures d'entretien pour 2700 personnes. Très rapidement, les personnes oublient qu'elles sont filmées. Et je pense que ça doit être à peu près la même chose quand c'est en procès. Deuxième petite remarque, ce qui nous intéresse, nous, c'est la vérité du témoin. C'est-à-dire qu'il y a une consigne absolue dans la façon dont on pose les questions, on mène l'entretien. On ne corrige pas, y compris quand on voit que c'est en adéquation évidente avec ce qu'on sait de la réalité des faits, parce que l'erreur nous intéresse tout autant que la vérité. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité du témoin. Sauf que quand on a autant de témoignages, que par exemple sur V13, sur le 13 novembre, sur ces 3 heures, tous les segments de 5 minutes, on peut croiser 15-20 témoignages. Eh bien, et là, intellectuellement, c'est assez intéressant comme défi, comme pour l'historien, c'est qu'on peut passer de la vérité du témoin à la vérité de l'événement, alors surtout quand on a en plus accès au réquisitoire définitif. Mais ça, c'est une autre question discrète. Bien, mais donc ça, c'est le deuxième. Et puis, simplement pour terminer sur le procès,
C'est une très jolie illustration de la dialectique entre mémoire individuelle et mémoire collective. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des journalistes qui ont pris des témoins, qui d'abord ont écouté évidemment ce qui se passait dans les audiences, et ça a duré quand même 10 mois tout ça. Bon. Mais en plus, sont allés interviewer les personnes. Je sens qu'ils veulent plus que je parle. Donc, sont allés interviewer les personnes qui étaient directement concernées. À partir de ces témoignages individuels, ils se construisent un grand récit très largement partagé entre journalistes. Et ce grand récit partagé, parce que ça a un impact énorme dans la société, qu'il y avait plein de journalistes, et grâce aux médias, ils vont relayer évidemment ce grand récit partagé et vont contribuer à la construction de la mémoire collective du 13 novembre, qui est donc partie de témoignages individuels. Et cette mémoire collective va être réappropriée par chacun des citoyens, et donc de façon évidemment différentielle, mais participer à la construction de leurs mémoires individuelles. Parfait comme conclusion, en tout cas. Alors, y a-t-il quelques questions? On ne va pas pouvoir en prendre beaucoup parce qu'on a cet intermède musical pour lequel les musiciens vont venir s'installer d'ici quelques minutes, mais on peut prendre une ou deux questions s'il y en a dans la salle. Vous présentez, Mostafa. Bonjour à toutes et à tous. Mostafa Salan, président de l'association Victimes Attentats de Strasbourg. Avant, vous avez évoqué concernant les villes oubliées, les attentats oubliés. Strasbourg fait partie des attentats oubliés. Pour plein de, si vous voulez, de choses, étant donné qu'il n'a pas eu un hommage national, par exemple. Strasbourg n'a pas eu un hommage national comme les autres villes de France. Mais c'est un constat qu'on a fait, que le fait d'avoir le marché de Noël durant 7 ans, c'était toujours quelque chose de dérangeant de pouvoir parler de l'attentat, sur le plan politique, mais aussi économique. Ma question, la deuxième question s'adresse à Monsieur le procureur. Avant, vous avez évoqué entre 2019 à 2025, on a eu pratiquement 100 procès. Pouvez nous dire quels sont les procès qu'il n'y a pas eu, enfin, qui ne se sont pas déroulés, étant donné qu'il n'y a pas de procès. Combien de procès qui ne se sont pas déroulés, pardon? Ça, je ne peux pas vous le dire de combien de procès ne se sont pas déroulés. Ce que je peux vous dire, c'est que les procès qui ne se déroulent pas, c'est les procès pour lesquels on n'a pas d'auteur. Soit pas d'auteur parce que lorsque les faits ont été commis, l'auteur a été tué à cette occasion et que les investigations n'ont pas conduit à identifier de complice ou de quelqu'un qui aurait pu être jugé, soit parce que les auteurs, bien qu'identifiés, n'ont jamais été appréhendés. Et c'est à ça à quoi je pensais quand je parlais des attentats, des attaques qui sont déroulées notamment au Niger, au Mali, dans les années 2000-2010. Donc, en fait, je suis incapable de vous dire le nombre de procès qui ne sont pas tenus, mais il y a beaucoup d'attentats, il y a beaucoup d'actions terroristes pour lesquelles les gens ne seront pas identifiés. Et en fait, beaucoup des procès qui sont tenus dans la période 2019-2026, qu'on continue à tenir, ne sont pas des procès d'attentats. Quasiment tous les procès d'attentats en France tous les attentats commis en France ont donné lieu à des procès, pas forcément des auteurs principaux, mais parce que souvent il y a des complices qui ont pu être poursuivis. Mais la plupart des procès qui se tiennent en France actuellement sont surtout des procès qui concernent des personnes qui ont rejoint Daesh et qui ont combattu, non pas qui ont commis souvent des actes criminels également contre les personnes, mais qui sont poursuivis pour nous pour association de malfaiteurs terroristes criminels lorsqu'ils sont partis. Donc c'est pas des attentats. Donc il y a une pour répondre à votre question précisément, je ne vais pas vous dire en fait. Enfin, ça doit être identifiable, mais c'est des. Après, le propre de la justice, si je le mets dans le sens
plus positif et qu'elle ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais, c'est très rare, sauf si les auteurs sont morts et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais tant que les auteurs ne sont pas identifiés ou identifiés n'ont pas été appréhendés, les dossiers ne sont pas clôturés chez nous. Et il y a quand même, enfin, ça c'est revenu dans le cas de l'actualité l'été dernier et puis à nouveau la semaine dernière. En ce qui concerne un des attentats, quand même, qui n'a jamais été un attentat oublié, celui-ci, qui est l'attentat de la rue des Rosiers en 1982, qui finalement a pu, et sans doute été perçu par les victimes ou par beaucoup de gens comme un attentat qui ne connaîtrait jamais de résolution et en tout cas d'identification possible. Les personnes sont pour l'instant mises en accusation et les personnes ne reconnaissent pas leur participation au fait, donc présomption d'innocence préservée évidemment. Mais c'est un attentat pour lequel il y aura un procès en tout cas. Et procès qui interviendra plus de 40 ans après les faits. J'entends des avocats de partie civile qui, il y a quelques jours, disaient que la justice française était un peu précipitée dans ce dossier. Je prends bonne note, mais bon, en tout cas, elle a insisté pour identifier les personnes. Et on voit bien, parce que chaque identification dans ce procès et chaque extradition est en soi un événement. Celui des accusés qui est actuellement détenu a été quand même extradé de Norvège. À la suite des déclarations à la télévision, enfin c'était un peu particulier. Là, on a quelqu'un qui donc a été arrêté en Palestine. Voilà, mais la justice s'arrête jamais. Donc en fait, si je renverse la question, je peux pas vous dire combien n'ont pas été tenus, mais je peux vous dire que tout peut toujours être tenu. En fait, c'est aussi la force de la justice de jamais s'arrêter et de continuer à avancer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Agère. Agère, puis monsieur. Moi, c'est pas une vraie question. Bonjour à tous et à toutes. C'était juste pour saluer une évolution dont vous n'avez pas parlé. Au procès de Nice, en appel, on a eu un accord du président de la Cour pour que les enfants puissent témoigner. Et j'ai trouvé ça vraiment important parce qu'il le voulait de manière déterminée, ces enfants qui avaient été victimes directes de l'attentat, et ils avaient besoin tout aussi bien que nous, les adultes, de déposer aussi, d'être entendus par le président de la Cour, mais aussi par ceux qui étaient accusés aussi des conséquences que ça a eu sur leur vie. Et ça, c'est une évolution qui leur a permis aussi d'avancer un peu sur leur chemin de reconstruction. Et voilà, la justice, elle évolue, même si en première instance, la question s'est posée et le président de la Cour, qui voulait certainement protéger les enfants, s'est dit que les moins de 13 ans, ça pouvait être compliqué. Et finalement, il y a eu une évolution entre-temps, des rapports d'experts qui ont été vus, parce que c'est ce qu'il a dit le président de la Cour, qui étaient en faveur justement des témoignages des enfants qui avaient vécu un tel choc. Et en tant que présidente de l'association des enfants victimes de la ville de Nice et maman d'une enfant victime, je peux vous dire que ça a été quelque chose de très important et très réparateur pour eux. Voilà. Merci beaucoup, Agère. Je n'ai rien dit. Quand vous parliez tout à l'heure de procès ratés, c'est l'expression que vous avez employée, ou d'attentats oubliés, le procès de Nice a été très important dans le monde judiciaire. Non seulement parce qu'il s'est posé beaucoup de questions sur la possibilité de permettre aux personnes qui habitaient Nice de suivre le procès depuis Nice, avec cette diffusion qui a été faite des procès à Nice. Et puis, quand je parlais tout à l'heure des questions qui sont évoquées dans les procès, celui de Nice a entraîné beaucoup de questions qui, sur le plan médico-légal, et vous savez toutes les questions que ça a eu lieu sur notamment les corps des victimes et comment devaient se passer les autopsies et tous ces points-là, a entraîné des évolutions textuelles majeures et de changements de pratiques très importants. Ça a été un procès qui a été très important en fait dans par la suite. Je dis pas que le raté n'était pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout un procès qui est resté neutre dans l'histoire judiciaire, et un de ceux qui, à mon avis, a été un des plus importants vous parlez d'une des avancées
que vous avez perçu. Il y a eu beaucoup d'avancées que le grand public ne maîtrise pas forcément, mais qui a été un de ceux qui a été très suivi sur ce plan-là. Je vais quand même réagir. Je ne parle pas du... quand je dis de procès raté, l'expression ne colle pas parce que ce n'est pas le contenu lui-même du procès. Mais à partir du moment où vous avez un procès qui n'est pas relayé par les médias parce qu'il y a très peu de journalistes, alors qu'ils étaient massivement présents lors du 13 novembre, ça a évidemment des conséquences sur la façon dont on va avoir ce relais dans la société française. Et deuxième petite remarque, et je termine là-dessus, sur l'importance du procès. Par contraste, regardez ce qui se passe avec le 11 septembre. C'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas de procès, ça a évidemment des conséquences sur la façon dont la société américaine appréhende ce phénomène. Je ne sais pas s'il y a un lien absolument direct, mais le fait qu'il y ait eu tout ce processus qui a abouti à V13 ne doit pas être sans expliquer le peu de place du complotisme par rapport au 13 novembre, alors même qu'on sait bien que c'est central sur le 11 septembre. Alors, une dernière question, on va répondre, monsieur, brièvement, parce que je vois les musiciens qui se sont avancés. Allez-y. Alors, je m'appelle Roland Séjard, je suis un ancien policier de la brigade criminelle, moi-même victime d'une affaire de terrorisme. Et j'étais très frappé par ce que vous avez dit, monsieur, sur l'oubli de certaines affaires judiciaires. Si je vous dis 31 juillet 1978, dans la salle, personne ne sait ce que ça veut dire. Si je vous dis prise d'otage à l'ambassade d'Irak par des Palestiniens à cette date, peut-être quelques personnes vont vaguement se souvenir. Et pourtant, dans cette affaire d'une prise d'otage par des Palestiniens du personnel de la maison culturelle de l'ambassade d'Irak, il y a eu 3 personnes de l'ambassade qui ont été blessées par les terroristes. Et à l'issue de la reddition du terroriste, parce qu'à cette époque-là, ils ne se tuaient pas, ou ils ne faisaient pas tout sauter, ils se rendaient, le personnel de l'ambassade a reçu des instructions pour tuer le terroriste. Conclusion, évidemment, ils ont raté le terroriste, mais ils ont tué mon collègue Jacques Capella. Ils ont blessé un policier de la brigade anti-gang qui a été gravement blessé. Moi-même, j'ai pris une balle en bas de la tête. Le représentant de la Ligue arabe a pris une balle dans la jambe. Et un des agents irakiens qui tirait sur nous, enfin pas sur nous, sur le terroriste, mais en fait c'est nous qui avons pris parce qu'on était autour, a été tué par un policier de la brigade anti-gang. Alors dans cette affaire, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un peu tombé dans l'oubli. Dans cette affaire, le terroriste a été jugé. Les personnels d'ambassade qui a tiré sur nous ont été arrêtés par notre patron qui était à l'époque monsieur Ottavioli, mais ils ont été renvoyés dans leur pays parce qu'ils avaient un statut particulier qui les protégeait. Et donc ces gens-là n'ont pas été jugés, évidemment. Et voilà. Je rajouterais simplement qu'à cette époque-là, c'est un peu vieux, mais il n'y avait pas de soutien psychologique en ce qui me concerne, il n'y avait rien du tout, il n'y a pas eu de dédommagement de rien du tout. Et voilà. C'était simplement pour apporter ce témoignage, pour dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des affaires qui sont tombées un peu dans l'oubli. Et pourtant, il y avait des précédents à cette prise d'otage en Angleterre, avec des précédents que je ne vais pas évoquer là, ce serait trop long. Et il y a eu des suites, puisque le lendemain ou le surlendemain, on a tué le représentant de la Ligue arabe a été tué par des terroristes. Donc il y avait des conséquences avant, après, et voilà. Et pourtant, c'est une affaire dont on ne parle pas. Alors merci monsieur pour ce témoignage, mais dans le musée mémorial du terrorisme, on a bien à l'esprit, parce que vos collègues nous l'ont rappelé aussi, et je crois qu'on a même des dons qui sont en lien avec cette affaire particulière. Merci à tous. Je présenterai les musiciens quand ils vont s'installer. C'est un hommage qui est fait aux victimes du 13 novembre à travers ce morceau musical.
et j'expliquerai un petit peu plus avant qui sont les différents musiciens et les différentes pièces qu'ils vont jouer.